histoire se passe à l'autre bout du monde, au cœur du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie. Sur ce territoire français, les Kanaks luttent depuis 40 ans pour leur indépendance. Le sous-sol de l'île regorge d'un minerai indispensable à la croissance mondiale, le nickel. Pour financer leur futur État, les Kanaks ouvrent des mines, construisent des usines. Ils jouent leur destin sur le marché des matières premières. C'est un pari audacieux et dangereux. Ce peuple d'à peine 100 000 personnes peut-il se faire une place dans l'économie mondiale? Peut-il résister à la voracité des multinationales? Les Kanaks ne risquent-ils pas d'y perdre leur âme? De passer d'une dépendance politique à une dépendance économique? Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, une page d'histoire est en train de s'écrire. L'histoire d'une décolonisation comme la France n'a jamais réussi à en mener. Une décolonisation pacifique sur fond de guerre planétaire pour l'accès aux matières premières. Tibao est l'origine de ça. Parce que lui, il était pour l'indépendance du pays. C'est bien de lui, le projet de l'usine du Nord. Ils nous ont promis qu'ils vont tout faire pour pouvoir préserver l'environnement. Mais nous, on a beaucoup parlé sur ça. Mais on a accepté. On a accepté malgré tout parce que ça nous concerne pour avoir l'argent. On a fait une grande réunion et on a accepté et on donne le geste. Voilà. Exploitez le massif. Faites tomber les cailloux, bougez ce qui a bougé, faites tomber ce qui a tombé, sortez du minerai. Voilà. C'est la parole donnée, on ne revient pas là-dessus. En 1988, la Nouvelle-Calédonie était au bord de la guerre civile. Pour l'éviter, l'indépendantiste kanak Jean-Marie Tjibaou et le loyaliste caldoche Jacques Lafleur signaient les accords de Matignon. Les Kanaks obtenaient le pouvoir politique et économique là où ils étaient majoritaires, dans le nord du territoire et aux îles Loyauté. À eux de prouver qu'ils étaient capables de prendre leur destin en main. Je disais à Jean-Marie Tjibaou, jamais vous serez des citoyens complets si vous ne maîtrisez pas l'économie. Et si vous n'accédez pas, par exemple, à la propriété aussi, comme les autres, du sous-sol et à l'exploitation du sous-sol. 25 ans plus tard, les successeurs de Jean-Marie Tjibaou imposent leurs conditions aux plus grandes multinationales minières et métallurgiques de la planète. À travers le capital que nous détenons à 51%, c'est nous qui pilotons le projet, ce n'est pas la multinationale. Nous n'avons pas d'argent. Nous valorisons nos ressources minières. Et c'est là le secret. Comment en est-on arrivé là? Comment les Kanaks, partis de rien, sont-ils devenus des acteurs qui comptent dans l'économie mondiale des matières premières? C'est ce que j'ai voulu comprendre. Depuis plus de 10 ans, je vis en Nouvelle-Calédonie. Je suis journaliste et j'ai pris l'habitude d'aller dans le Nord, le laboratoire de l'émancipation des Kanaks. La première fois que je suis passée par ici, cette montagne était encore vierge. Cette montagne s'appelle le Konyambo. Et à ses pieds, j'ai vu sortir de terre durant 5 ans l'une des plus grandes usines métallurgiques de la planète. L'usine du Nord, le symbole de la décolonisation en cours du monde kanak.
Ici, c'était de la brousse partout. Hein. Moi, le projet, je l'ai suivi de A à Z, hein, depuis la période de faisabilité jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ça veut dire à la fin de la période de la construction. Voilà, c'est que de A à Z, je l'ai vécu le projet, tu vois. Ah, c'est impressionnant. Mais ça fout la frousse, hein, parce que c'est grand. C'est colossal. Encore vers moi. Pour ce projet, il y a eu des vies, il y a eu du sang qui a coulé pour ce projet. C'est pour ça que nous, ce projet, il a une spécificité pour nous. Nous, on le tient à cœur, ce projet, tu vois. Voilà. C'est bien plus qu'une usine, c'est le début de la marche vers l'indépendance, peut-être. On ne sait pas. Mais voilà, il nous fallait un tremplin. C'était pour l'argent, quoi. On a tout sauf l'argent. Les gens, ils n'ont pas pris encore l'ampleur du projet, tu vois. Il faut qu'ils se mettent bien ça dans la tête que, voilà, hein, on est en train de construire une ville, là. Une ville d'abord ici, puis après, on a le pays. Tu vois? Les accords politiques entre Kanaks et Européens insistent beaucoup sur l'idée de rééquilibrage. Pendant longtemps, la province Nord était très en retard. Celle du Sud concentrait les 3/4 de l'activité et de la population. Dans le Nord, les Kanaks regroupés dans des tribus vivaient selon la coutume, les règles communautaires de leurs ancêtres. Isolés, à l'écart des circuits économiques, ils subsistaient de pêche et d'agriculture. Les jeunes sans formation ni emploi n'avaient d'autre choix que de partir à Nouméa, la capitale dominée par les Européens. En quelques années, j'ai vu ce monde changer. Aujourd'hui, les villages les plus proches du chantier sont en effervescence. La population explose, les constructions se multiplient. J'ai parfois l'impression d'assister à une ruée vers l'or, comme au Far West. Mais je sais que derrière tout cela, il y a un plan, porté notamment par Paul Néaoutyine, économiste de formation, anticolonialiste nourri de doctrines marxistes. Il était l'un des conseillers de Jean-Marie Tjibaou lors des accords de Matignon. Il est aujourd'hui le stratège de l'accession des Kanaks à l'économie minière et métallurgique. L'économie de comptoir, c'est ce qui a été autrefois l'économie coloniale. Hein. Donc on allait ramasser les produits, on plantait du cacao, du café, ou on ramassait des minerais, mais c'est pour les amener pour les besoins du pays, on va dire les pays du Nord, hein, donc les pays développés aujourd'hui, grâce à ça. Nous, on voudrait s'en sortir et fixer les résultats de cette richesse pour les distribuer ici, une fois qu'on a réalisé de plus en plus de valeur ajoutée, de faire donner plus de travail et de distribuer les produits du capital, hein, puisqu'on est bien dans une économie capitaliste, au lieu que quelques-uns se les empochent et les remontent par de l'évasion fiscale dans des placements à l'extérieur, ben nous, c'est de les capter et de les réutiliser ici. C'est ce que nous essayons de faire, notamment à travers la stratégie nickel de la province Nord. Ce pays est la plus importante réserve mondiale de nickel. Et donc, on a une possibilité de construire notre indépendance et d'accéder à la pleine souveraineté en valorisant ce nickel. Le nickel. Ce minerai, surnommé selon C.O. et Seba le roi Nick, ou le métal du diable, est au cœur de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie depuis le 19e siècle. Par une bizarrerie géologique, la petite île possède 1/4 des ressources mondiales de cette matière première indispensable à la fabrication de l'acier inoxydable. En Nouvelle-Calédonie, nickel et colonisation sont liés par l'histoire. Longtemps, la population d'origine de l'île, les Kanaks, a été tenue à l'écart de l'exploitation du minerai. Les Blancs avaient la main mise sur la richesse.
Quand je regarde aux archives les vieilles photos de la mine, je ne vois que des ouvriers européens ou asiatiques. Les propriétaires préféraient faire venir de la main-d'œuvre qu'embaucher des Kanaks. Cette immigration massive a fini par les rendre minoritaires sur leur propre terre. Jusqu'au début du XXIe siècle, le traitement du nickel était le monopole de la SLN, dont l'usine trône au cœur de Nouméa. Grâce aux bénéfices de la SLN, une multinationale minière française, Eramet, a prospéré. Rares sont les Calédoniens qui n'ont pas travaillé un jour pour la SLN. Le nickel a non seulement défiguré les montagnes, il a aussi façonné les mentalités. Pour comprendre l'importance du nickel ici, je suis allée à Thio, en province sud. Au siècle dernier, c'était la capitale calédonienne du nickel. Et comme tant d'autres, Jacques Loquet y a fait sa carrière. On a vécu près de 40 ans à Thio. On est arrivé dans les environs de 54 et puis on est reparti en 2000. On était là pour le nickel, bien évidemment. Les parents sont arrivés pour le nickel et nous, on a continué dans le nickel. Et puis, on a vécu cette fameuse période du boom également, là, des années 70. Ah. Là, pour reprendre ça, il faut 1 million, pas plus. Là, les structures, pour les changer, là, celle-là. Celle de l'autre côté, là. Et plus loin, là, c'était la chambre de Gloria. Ouais. Les bateaux, ils étaient mouillés dans la baie, là, ils attendaient pour charger. C'était, au fait, l'euphorie. Les gens travaillaient jour et nuit. Et un jour, il y a un ouvrier qui avait pointé 26 heures dans la journée. C'est pour vous dire que les abus qu'il y avait, parce que c'était le boom, c'était l'argent en profusion. On changeait de voiture tous les 2 ans, c'était bien simple, quoi. Du jour au lendemain, on a pour ainsi dire tout arrêté. Après le boom, ça a été, comme on dit, le badaboom. Et je me souviens très bien, parce que j'avais des responsabilités sur le plan syndical, je me souviens très bien, on a fermé le grand plateau de Thio. C'était en fait une stratégie qui visait en fait à réduire les effectifs, parce que le cours du nickel étant bas, il fallait réduire les frais. Et systématiquement, c'était le personnel qui en subissait les conséquences. Mais c'est grâce au plateau de Thio que la multinationale Eramet s'est montée. C'est avec notre richesse qu'on s'est enrichi ailleurs. Ce n'est pas uniquement l'environnement qui a souffert, ce sont les gens. Ici, on a été au fait aliénés. On a subi l'influence de l'industrie nickel, on a vécu au rythme de nickel. Même les enfants, la première réaction des enfants qui sortent des écoles, c'est « je veux monter sur mine, conduire un camion ». Et pourtant, 40 ans plus tard, malgré Thio, malgré le désastre, c'est encore le nickel qui forge le destin de la Nouvelle-Calédonie. Sauf que les maîtres d'œuvre ne sont plus des Européens, mais des Kanaks. Et que ça se passe sur le massif du Konyambo. Ironie de l'histoire. Cette montagne avait été brièvement exploitée par la SLN dans les années 30. L'État français l'a offert aux indépendantistes dans le cadre des accords de paix. Et on va regarder un peu notre tir ici. Ça là, c'est quoi là, ouais. On va monter un peu. Ça, c'est ta première ligne, ça. Et après, tu fais comment? Tu fais tout remonter en chevron. Donc là, ton tir, ça fait que ton tir, il va partir comme ça. Et ceux-là, ils vont venir. OK, tout rabattre dans le milieu. OK, d'accord. Ici, il n'y avait rien. C'était des sentiers partout, là. C'était presque naturel. C'est le rêve de tout un peuple, c'est le rêve de tout un pays. C'est l'aboutissement du travail de tous nos vieux. Mais c'est ça les sacrifices que peut-être il faut faire. C'est ça le sacrifice, c'est casser la montagne. C'est sacrifier une montagne. Donc casser pour que ça apporte quelque chose aux gens, oui, il n'y a pas de problème. Même si c'est dur, c'est le passage obligé, on ne peut pas faire une omelette sans casser d'œuf. Aujourd'hui, on parle que des bienfaits de la mine. Parce que c'est une volonté. C'est un projet souhaité. Donc là, aujourd'hui, ça a apporté du travail à tout le monde. C'est ça qui fait que les gens ne se plaignent pas de ça. On n'est qu'au début de ça, de cette histoire. On verra
On verra après à l'exploitation, puis on verra dans 5-10 ans. Parce que s'il travaille bien, ben, on saura vite. Et s'il travaille mal aussi, on le verra vite. Le Cognambo n'est qu'à quelques kilomètres du cœur de Vaud, qui a rendu célèbre le photographe Yann Arthus Bertrand. J'y ai revu Jacques. Désormais, il consacre sa vie de retraité de la SLN à la défense de l'environnement autour de la nouvelle usine. Autour du projet, on a une forte densité de palétuviers dans la baie qu'on appelle la baie de Babouto. Et notre rôle est de veiller à tout ça et de faire gaffe, de faire particulièrement attention, être très vigilant. On a fait le choix de l'industrie du nickel. Aujourd'hui, on doit assumer, mais assumer, c'est au fait de préserver son environnement de façon à ce que les générations futures puissent connaître ce que nous, on a connu. Quand on va dénuder un massif comme le massif du Cognambo, par exemple, il faut savoir que le maquis minier, globalement, en Calédonie, c'est 1200 plantes. Et comment recréer le couvert végétal lorsqu'on sait qu'on en maîtrise qu'une vingtaine, une trentaine pour la revégétalisation? Dire qu'on recrée le couvert originel, c'est faux. On voit de l'eau qui sort là. Il va falloir que je me renseigne ce que c'est comme mot. Ça s'inscrit dans tout un processus politique d'organisation du pays. Les gens portent le projet, nous portons le projet, à condition qu'ils limitent les impacts et qu'ils favorisent au fait l'émancipation des populations et des retombées économiques intéressantes. Ça, c'est la fameuse application de développement durable. Une exploitation du nickel dans l'intérêt du pays et pour les gens du pays. Et le projet Cognambo, c'est aussi ça, c'est pour la première fois de notre histoire, être majoritaire dans un grand projet industriel, c'est quand même une révolution en Calédonie, dans la mesure jusqu'à présent, on a bradé en fait notre richesse. Posséder le Cognambo ne suffisait pas. Il fallait pouvoir l'exploiter. Les Kanaks seuls n'avaient pas les moyens de construire une usine métallurgique. L'usine du Nord, c'est tout de même un chantier de 6000 ouvriers de 28 nationalités différentes, avec des sous-traitants du monde entier. Un chantier à 5 milliards de $. Tout naturellement, les Kanaks se sont d'abord tournés vers la SLN. Mais l'entreprise française a refusé de travailler avec eux. Il leur fallait donc trouver un autre partenaire. Et pour cela, ils avaient un allié, un riche homme d'affaires autodidacte, un ami de Jean-Marie Tjibaou. Il s'appelle André Dang. Il est calédonien d'origine vietnamienne. Et son histoire personnelle a ses racines dans le Cognambo. André Dang est né sur le massif. Et son père y est mort d'un accident du travail, quand il n'avait que 17 mois. Comme des milliers d'ouvriers, ses parents étaient venus d'Indochine dans les années 30 pour exploiter le Cognambo, une vie de travailleurs de force au service de la SLN. De ses traumatismes d'enfance, André Dang a conçu une profonde détestation du système colonial. Dès 1990, les Kanaks l'ont nommé à la tête d'une petite entreprise minière qu'ils venaient d'acheter, la SMSP. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien, là. Vous allez bien? Très bien. Enchanté. C'est un plaisir de vous voir ici. Oui, c'est vraiment bien. Ah ouais. Nous avons pris possession de cet ensemble. Je pensais rester 6 mois seulement, et finalement, ça me fait plus de 22 ans aujourd'hui d'envoyer. Et elle était là déjà, là,
Tout le monde était déjà là, et puis on continue. On avait commencé, on n'avait rien du tout. On a été une vingtaine dans la société. Mais aujourd'hui, nous sommes près d'un millier de personnes qui travaillent pour la SMSP. En une dizaine d'années, à coup de rachat de mines en fin de vie, André Dang a développé la société minière des Kanaks. Grâce à ses réseaux, la SMSP est devenue en peu de temps le premier exportateur mondial de minerais bruts. Mais l'homme d'affaires a vite compris que pour récupérer le maximum de valeur ajoutée, il fallait contrôler la transformation du minerai brut en métal. Il a alors conçu le projet d'usine du Nord. Pour le compte des Kanaks, il est parti à la recherche d'un partenaire, avec une conviction inébranlable. Celui qui a la ressource minière a les cartes en main. Une ressource minière est une ressource qui n'est pas inépuisable. Il faut bien quand même la valoriser. Et jusqu'à présent, via le système colonialiste, qu'on a pu écraser les gens et puis les faire accepter et avoir toute cette richesse en main dans l'exploitation et en profiter. Mais aujourd'hui, les gens se réveillent et les gens ont besoin de manger. Et les pays, ceux qui nous gouvernent, sont de plus en plus intelligents. Et ils exigent quand même ce qui leur revient. Et je crois que c'est tout à fait... C'est un partage équitable et on n'échappera plus. Falconbridge, une multinationale canadienne, alors numéro 3 mondiale du nickel, saisit l'opportunité. Elle accepte les conditions d'André Dang. La province Nord détiendra la majorité du capital de l'usine. J'apporte la ressource minière et en contrepartie, je dois recevoir 51%. Et l'autre côté, eux, ils apportent la technologie, ils apportent les finances, puisque c'est des emprunts bancaires, ils ont les capacités, alors que moi, j'en ai pas, et le savoir-faire. Et en contrepartie, ils reçoivent aussi la commercialisation. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté les 49%. C'est la première fois qu'un deal comme ça a été fait? Oui, dans le monde, oui. C'est la première fois que une société cotée en bourse comme Falconbridge accepte les négociations qui n'ont pas été faciles. C'est tout de même mon projet. Je leur vends seulement 49%. Michel Rioux, à droite sur la photo, est l'un des premiers ingénieurs canadiens envoyés par Falconbridge en Nouvelle-Calédonie. Pendant des années, il a fait le tour des chefs de tribus proches du Koniambo pour expliquer le projet. Ça vous allez bien? Bien longtemps. Comment vas-tu? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Après presque 14 ans sur l'île, à quelques mois de l'inauguration de l'usine, il retourne au Québec et fait ses adieux. Et alors, vous êtes allé à l'usine récemment? Oh oui. Vous êtes chez vous, là-bas? Voilà. D'avoir insisté pour conserver 51 %, ben, c'était visionnaire. Et ça s'était jamais vu. Ça a été d'ailleurs un des défis d'expliquer aux actionnaires, d'expliquer aux analystes financiers, hein, d'expliquer ce montage inédit. La SMSP, la province Nord, c'est 51 % or else. C'est ça ou rien. Il y a un peu de bluff dans le truc, mais il y a aussi une réflexion qui dit ça le vaut. Et quand Falconbridge est venu ici et qu'il a vu le Koniambo, autant la qualité du gisement, la quantité de minerais, la configuration d'avoir la mine, l'usine, le port en eau profonde dans un rayon de 40 km à proximité des marchés émergents du sud-est asiatique et tout, ben, tout était réuni pour faire éventuellement un succès. Cher Jean, évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de simplicité que je voulais quand même vous dire un au revoir et un merci sincère pour déjà votre amitié et vos conseils pendant toutes ces années. Sans vous, on aurait certainement
piétiné. On aurait certainement fait beaucoup plus de faux pas. Merci beaucoup, Jean. Merci. Michel, merci. Je suis très sensible de voir ces coutumes. Je te remercie aussi. Je te remercie aussi pour les services que tu as fait pour notre pays. Merci beaucoup, Michel. Corinne. Merci beaucoup. Très bientôt. Hein? Prenez soin de vous. Merci pour tout. Merci aussi. Au revoir. La différence de ce projet par rapport à tant d'autres, c'est que c'est la population qui est venue nous chercher en nous disant « Nous voulons une usine et nous en voulons une propre, une respectueuse de l'environnement, une qui permet aux Calédoniens de grandir avec l'usine et tout. » Donc, à partir de là, nous, ce qu'on a fait, on ne les a pas convaincus d'accepter une usine. C'est eux qui l'ont demandé. C'est eux qui sont venus nous convaincre de venir leur construire une usine. Donc après, on est venu plutôt leur dire, voilà comment on veut répondre à votre demande pour s'assurer qu'il n'y avait pas de décalage entre ce qu'ils nous demandaient de faire et ce qu'on proposait de leur donner. En 2006, Falcon Bridge a été l'objet d'une OPA de l'anglo-suisse Xstrata. Je me souviens qu'alors, tout le monde était inquiet. Xstrata, allié au géant du commerce des matières premières Glencore, est l'une des plus puissantes multinationales de la planète. Pourtant, ils n'ont pas remis le deal en cause. Même à 49%, l'usine promet une rentabilité exceptionnelle. Et pour eux, la situation est idéale. La population ne conteste pas l'usine, au contraire. Quand Koniambo a été créé, tout le monde était d'accord. Tout le monde voulait Koniambo. Mais maintenant que c'est une réalité, ça va signifier des choses différentes à chacun. Ça va faire du bruit, des gens ne vont pas aimer ça. Des bateaux vont accoster, des gens ne vont pas aimer ça. Ça va créer de la circulation, il va y avoir des impacts. Des jeunes auront du boulot, d'autres non. Il va y avoir des tensions. Et la seule façon de régler ça, c'est de s'asseoir autour d'une table, de discuter, de travailler ensemble et de trouver l'intérêt commun. Dans un projet comme celui-là, vous pouvez avoir une multinationale comme Xstrata qui prend ce qu'elle est venue chercher et qui travaille en parallèle avec la communauté calédonienne pour créer une situation gagnant-gagnant, avec un intérêt commun aux deux. Et nous n'en sommes qu'au début. Cette histoire va durer au moins 25 ans, j'espère 50 ans. Nos enfants, nos petits-enfants, leurs petits-enfants tireront profit de ce que nous avons créé ici. Nous avons convaincu nos opérateurs que vous travaillez avec nous, on est indépendantistes. Depuis le début, Falcon Bridge, Xstrata et les autres, ils savent qu'on est indépendantistes. C'est nous qui vous proposons un deal, si vous l'acceptez. On sera ensemble, gagnant-gagnant, mais nous, c'est pour construire notre pays, c'est pas pour remplir les poches. On veut conserver les retombées, maximiser les retombées pour faire notre propre développement. Ça reste ça le deal. Ce serait donc ça, un accord gagnant-gagnant, un accord où tout le monde est content. La population a du travail, la multinationale augmente ses parts de marché, les indépendantistes gardent le contrôle de l'usine et touchent des dividendes. Mais qui est le perdant? Du producteur au consommateur, de nombreux acteurs interviennent sur le marché du nickel. La Nouvelle-Calédonie et les Kanaks ne sont qu'un maillon d'une chaîne qui traverse océans et continents. La demande de nickel est étroitement liée à la croissance économique mondiale, essentiellement celle de la Chine. Son prix fluctue en fonction des besoins en biens d'équipement. Il peut en quelques jours passer du simple au double. Et il est fixé loin, très loin de la Nouvelle-Calédonie, dans des salles de marché et des banques.
Ces 10 dernières années, la Chine a complètement changé le paysage de l'industrie minière mondiale. Avant l'irruption de la Chine, pratiquement toutes les matières premières étaient en surproduction depuis des décennies. Donc le pouvoir de négociation des pays producteurs était très très bas. Désormais, la situation reflète une nouvelle réalité. La Chine a besoin de ressources et les ressources sont rares. Donc le pouvoir des producteurs augmente par rapport au pouvoir des consommateurs. La bourse des métaux de Londres fait le commerce du nickel depuis 1979. Ce n'est pas là que se vendent les plus grosses quantités de nickel. La majorité du nickel est directement vendue du producteur au consommateur. Mais la bourse des métaux est l'endroit où se fixe le prix. Le prix du nickel est très volatile. Un pays producteur de matières premières doit apprendre à gérer cette volatilité des prix. Ils ne peuvent pas faire grand-chose pour influer sur les prix. Le prix des matières premières dépend de l'offre et de la demande. Il dépend de la croissance économique. Il dépend de nouveaux investissements. J'ai passé ma vie à essayer de prévoir les prix. Et honnêtement, je n'ai pas eu beaucoup de succès. J'ai beaucoup d'admiration pour André Dang et son équipe. Ils sont parvenus à créer une forte croissance ces dernières années. Ils ont réussi à faire des choses que le marché n'attendait pas qu'ils réussissent. Jusqu'à présent, ils font du bon boulot. Je quitte Londres avec une conviction. Les marchés soutiennent les Kanaks. Je vais en Asie, où tout se joue et où les Kanaks ont bluffé tout le monde une deuxième fois. Car pendant que des milliers d'ouvriers construisaient l'usine du Nord, Paul Niaoutine et André Dang prenaient contact avec le numéro 2 mondial de l'acier inoxydable, le sud-coréen POSCO, pour lui proposer un accord similaire à celui conclu avec Xstrata. Dans le sud de la Corée, à Gwangyang, au cœur du gigantesque complexe industriel de l'aciériste, ils ont construit une deuxième usine en un temps record. Elle est déjà en activité et raffine du nickel calédonien pour POSCO. Le Coréen a entièrement financé l'opération, mais là encore, il a accepté les conditions des Kanaks. Il leur a laissé 51% des parts de l'entreprise commune en échange de la garantie d'avoir, sur le long terme, un minerai pour lui stratégique. Pour fabriquer de l'acier inoxydable, on utilise environ 8% de nickel et 18% de chrome. Le reste, c'est de l'acier. Mais 70% du coût des matières premières que POSCO doit acheter est destiné au nickel. C'est pour cette raison que le nickel est l'élément le plus important pour nous. C'est vrai que c'est la première fois que POSCO met en place un partenariat de ce type dans le but de produire un métal non ferreux. Malgré cela, nous estimons que c'est un succès. Notre entreprise commune est devenue l'entreprise la plus compétitive dans ce domaine. Cela prouve que nous avions raison. L'opération est une telle réussite que Coréens et Kanaks ont décidé de doubler la capacité de l'usine. Alors même qu'il ne dirige qu'une simple province d'une île encore française, Paul Niaoutine est désormais traité à l'instar d'un chef d'État. Monsieur le président Niaoutine est venu justement pour se rendre compte exactement ce qui s'est fait et quels sont l'avenir et quelle est la rentabilité et les moyens qu'ils mettront en route. Toute cette négociation a pris quand même un certain temps et dans lequel eux, de leur côté, voudraient aussi savoir la stabilité politique et quelle est la politique de la Nouvelle-Calédonie dans le futur, quel que soit le statut. Nous, de notre côté, c'est que le président a pu les rassurer. Pourquoi d'autres opérateurs mondiaux s'intéressent à nous?
Il semble qu'on donne confiance en disant simplement ce qu'on a envie de faire chez nous. C'est des centaines de milliards qui vont être mis en jeu. Vous comprenez bien que c'est eux qui financent tout de même. Il n'y a qu'en Nouvelle-Calédonie que certains dirigeants veulent faire croire à la population que l'indépendance est un épouvantail. Parce que nous travaillons avec des opérateurs mondiaux à qui ça ne fait pas peur et qui investissent des milliards pour notre compte. Voilà. I travel everywhere, I travel everywhere from Tahiti to South Korea, New Caledonia. Insatiables, les Kanaks multiplient les projets en Asie. Après la Corée, ils négocient maintenant avec le Japon et la Chine. Grâce à ces partenariats noués à l'étranger, ne sont-ils pas en train de s'émanciper totalement de la France? En multipliant les visites dans les capitales asiatiques, ne cherchent-ils pas de nouveaux modèles? Ça craque là. C'est quoi comme gouvernement ici? C'est de droite, de gauche? C'est droite. C'est une économie libérale? Libérale, c'est endossé aux États-Unis. Ils ont réussi à faire leur développement en prenant en considération la nature, ça c'est... Oui, oui. Développement de l'homme, ça y est, ils y sont. Oui, ils y sont un peu. En fait, on a un petit bout de Kanaki en Corée et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que vous avez un tout petit pays, la Nouvelle-Calédonie, et elle essaye de se frayer un passage au milieu de cette mondialisation qui est imposante. On a des multinationales et on arrive, nous, avec notre petite ressource là, et on leur dit ouais, on aimerait bien qu'elle soit valorisée, mais pas n'importe comment. Et on veut être partenaire, mais pleinement. Ça veut dire que dans les sociétés qu'on va mettre en place, on veut y être à 51% et être au milieu du dispositif, pouvoir dire ce qu'on veut pas, ce qu'on aime moins. Ça nous intéresse de voir comment d'autres s'y prennent pour organiser leur développement à partir de rien, par rapport à nous qui avons une ressource ou des ressources naturelles. Donc voilà, on voit en 40 ans tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un pays sous-développé. Bon, après le modèle économique, il n'est pas le même, hein, puisqu'il est endossé aux États-Unis, donc il y a sûrement avancé des fonds. Voilà. Donc nous, on dit que la France, pays des droits de l'homme, n'a pas été capable de faire ça chez nous. La France est-elle coupable d'avoir pillé les richesses minières de la Nouvelle-Calédonie à son seul profit, comme l'affirment les indépendantistes? À Paris, je pose la question à Anne Dutilleul. Cet haut fonctionnaire suit le dossier du nickel pour l'État. L'économie des matières premières n'a jamais été une économie de rente en ce qui concerne les métaux. Pour le pétrole, oui, mais pas pour les métaux. C'est très différent. Donc il n'y avait pas un pactole dont la Nouvelle-Calédonie aurait été privée. Elle a eu une activité régulière, avec des crises, avec des hauts et des bas. Elle en a profité donc sur le terrain par l'activité même qui s'y déroulait. Mais personne ne s'est enrichi à son détriment. Voilà. Donc je crois qu'il faudrait se retirer cette idée de la tête. Par contre, dans la façon dont la Nouvelle-Calédonie et les populations calédoniennes ou kanaks profitaient de cette richesse, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué. Et rappelons-nous que jusqu'en 1946, le statut de l'indigénat empêchait les kanaks d'accéder aux emplois de la mine. Les industries minières prenaient effectivement la richesse quand la conjoncture leur permettait et ne se préoccupaient pas à l'époque, c'est vrai, de l'environnement et de le développement durable de leur environnement humain. Heureusement, on a fait beaucoup de progrès depuis. Dans ce cas, pourquoi la France a-t-elle donné le massif du Cognambo aux indépendantistes? Pourquoi, depuis 25 ans, tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont-ils favorisé la stratégie des Kanaks?
la France aurait-elle compris qu'elle avait plus à gagner en favorisant une décolonisation en douceur qu'en s'accrochant par la force à cette terre lointaine? L'État aurait-il parié sur l'accession des Kanaks à l'économie pour préserver ses intérêts futurs? On avait besoin, évidemment, de remédier à l'injustice accumulée par l'histoire. C'est cette injustice qui est mère de la violence aussi. Donc, il est injuste que les Kanaks, dont c'est la seule patrie, n'aient pas accès à une richesse minière fondamentale. Et donc, quelle que soit la solution politique trouvée, que ce soit une indépendance, une demi-indépendance ou pas d'indépendance du tout, ce n'est que justice et par conséquent apaisement des tensions que d'accéder à leur demande d'avoir accès à cette richesse. Et les anti-indépendantistes semblent dépassés. Au Sénat, je vais voir un de leurs chefs de file. Pendant longtemps, ils n'ont pas cru à l'usine du Nord. Maintenant que c'est une réalité, ils s'inquiètent. Et si le rééquilibrage politique et économique se faisait à leur détriment? Et si les Kanaks allaient jusqu'au bout? Nous allons aller à la perte de la Nouvelle-Calédonie et à la perte de son industrie du nickel, si on continue comme ça. Et donc, non seulement je pense que envisager l'avenir de l'usine du Nord sous cet angle, c'est-à-dire grâce à l'usine, donc c'est plus du rééquilibrage au profit des populations, c'est pour construire l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, ça se terminera mal. Et malheureusement, les initiateurs, enfin ceux qui laissent entendre, ou ceux qui font circuler cette idée, ils risquent d'aboutir à quoi? Eh bien, la partition de la Nouvelle-Calédonie. Pour moi, il y a un élément déterminant de stabilité de ces projets, c'est l'État, c'est la République, c'est la France. L'épouvantail d'un retour à la déstabilisation, c'est les autres qui la manipulent, pas nous. Ils disent qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, parce que si ça ne devait plus être le cas, il va y avoir encore des événements. Mais quels événements? Pour quel motif? Puisque si notre projet est porté par le peuple kanak, qui est demandeur de l'indépendance, et les autres, s'ils y adhèrent, c'est parce qu'on leur donne des perspectives qu'on peut vivre ensemble et qu'on peut construire ensemble. C'est pas nous-mêmes qui allons rechercher la déstabilisation dans un processus qui suit son cours. Depuis que je suis en Nouvelle-Calédonie, je le constate chaque jour. 25 ans après les accords de Matignon, l'idée d'indépendance fait lentement son chemin dans les esprits. En intégrant les Kanaks dans les circuits économiques, l'usine du Nord a donné d'eux une nouvelle image, plus raisonnable, moins effrayante. Même un non-Kanak comme Jean-Yves, l'artificier du Konyambo, s'y prépare. Moi, je dis aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont été capables d'investir des milliards dans l'usine du Nord, hein, qui ont pris ces risques-là, puis des étrangers, ben moi, je pense que nous, ça doit nous servir de leçon quand même. Ça doit nous interpeller. Que si jamais ils n'auraient pas fait, il y aurait eu un problème demain, que la vie, elle s'arrête parce qu'il y a l'indépendance, ben ils n'auraient peut-être pas investi. Eux. Donc si eux, ils ont investi, moi, je pense que l'indépendance, il y a d'autres pays qui l'ont connue. Qu'est-ce que ça va changer? Il faudra qu'on vive quand même. Et puis on connaîtra peut-être que ça commencera mal, comme ailleurs, je ne sais pas. Mais nous, on est appelés à vivre ici. Parce que moi, je ne me vois pas vivre en Australie, en Nouvelle-Zélande, hein, même en France. C'est joli tout ça, mais on n'est pas mieux que l'on est né. Je ne sais pas si je verrai l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Mais j'aurais vu ce que c'est, une économie en pleine euphorie. Quand l'argent coule à flot, que l'immobilier flambe, que des fortunes s'édifient en quelques mois. Quand, plus que jamais, le roi Nick règne en maître. Grâce au contrôle du capital des entreprises, les Kanaks ont cette fois leur part. Mais sont-ils pour autant en mesure de contrôler les changements qui ébranlent leur société traditionnelle? Hormis quelques anciens, les tribus sont désertes la journée. Les femmes comme les hommes préfèrent travailler à l'usine plutôt que dans les champs. La tribu du chef Apu, celui qui avait donné son accord à l'exploitation du massif, n'échappe pas à la règle.
Pourtant, il ne regrette pas sa décision. Le peuple kanak, il a tendance d'évoluer, quoi. Actuellement, on voit le peuple kanak évoluer, la façon comment il vit. On le voit partout dans les entreprises, il devient à peu près les contremaîtres, les chefs d'entreprise. On le voit beaucoup aussi à la télé, tout ça. Il parle bien aussi le français. C'est pas comme plutôt de nos vieux. Ça, c'est l'avenir, c'est le progrès. Oui. Maintenant, on est à fond dans le progrès, quoi. Mais pour l'individu, pour lui-même, c'est bien. Parce qu'il a l'argent, il paye un peu quelque chose pour améliorer un peu le quotidien de la vie, quoi. Oui. On achète beaucoup de choses au magasin. Oui. Parce que maintenant, on achète beaucoup. Oui. Si je vis avant, mais on achète moins, on cultive beaucoup. Mais maintenant, c'est le sens contraire. Oui. On travaille moins, mais on achète beaucoup dans les magasins. La tribu de Filippo, le jeune entrepreneur kanak, profite à plein des retombées de l'usine du Nord. Elle a des projets d'hôtels, de bases de loisirs. Dans le même temps, elle tente de maintenir les traditions, comme celle des corvées coutumières. Ce mot, survivance de l'époque coloniale, désigne des activités collectives décidées par le Conseil des Anciens. On est obligé de bien refaire les barrières, c'est pour les chevaux, le bétail qui reste là. Quand ils sortent sur la route là, mais ça cause des accidents, tu vois. On est obligé, il faut faire le travail de la tribu aussi. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut que ça se perpétue, tu vois. La tribu, la vie tribale, la vie, comment on dit ça, économique. Voilà, tu vois. Bitakea. Encore. Ok, c'est bon. Dans les vieux, là, t'as 3-4 chefs d'entreprise, là. Dans les vieux, là. L'usine, c'est bien, mais voilà, il y a les conséquences. C'est quand tu travailles à l'usine, bon, tu deviens individuel, quoi. Puis d'aller chercher les week-ends pour travailler ensemble. Et moi, je travaille la semaine, alors le week-end, il faut que je m'occupe chez moi. C'est ça les inconvénients. Filippo, amène-moi voir. Encore. Ok, c'est bon. Nous, avant, on avait l'habitude d'avoir voilà, notre petit village tranquille, là, et du jour au lendemain, là, un tsunami, comprends ça. Donc, tu vois, ça va très très vite. L'usine, elle accélère tout ça. Ah oui, parce qu'avec l'arrivée massive des gens, là, pour ça, nous, on a intérêt de vite se mettre à la page, parce que sinon, on se fait dépasser par les événements. Tu vois? Voilà. C'est un facteur aussi de la perte de la culture, on va dire. Tu vois, déjà, regarde là, depuis tout à l'heure, on est ensemble, là. Vous nous avez pas entendu parler en langage. Depuis tout à l'heure, on parle le français, là. Tu vois? On est rentré dans le système occidental. Pas à fond, mais à 80 et quelques %. À force de tenir les stylos, faire les chèques, tout ça, là, ben, il est habitué au marteau. On va l'avoir. Je crois que ce qui est acquis maintenant, c'est que les Kanaks doivent jouer, même s'ils ont été rendus minoritaires dans la population par l'immigration forte due au boom du nickel, d'ailleurs, des années 70, doivent avoir le rôle central dans la société politique et un rôle important dans la vie économique. S'ils restent marginalisés, il n'y aura que des troubles. Est-ce que ce rôle central doit se traduire par une rupture complète des liens avec la métropole? Est-ce que la France ne doit plus
participer à l'exercice d'aucune des compétences régaliennes. Ça, c'est la future négociation, je crois, qui le montrera. D'ici 2022, les Calédoniens devront se prononcer par référendum sur l'indépendance de leur pays. Forts de leur rôle dans l'économie mondiale, les Kanaks tenteront de convaincre les autres ethnies qu'ils ont gagné leur place dans le concert des nations. Ils y parviendront peut-être, l'histoire est de leur côté. Mais au terme de ce voyage, une question continue à me hanter. Quel en sera le prix? On y croit à l'indépendance. Mais l'indépendance, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que maintenant que les Kanaks, ils ont découvert le fameux système là, tu vois, est-ce qu'ils vont toujours vouloir de l'indépendance ou pas? Ou est-ce que ça y est, le Kanak, il a vu les millions? Ah, voilà comment il fallait faire.